Bonjour. Il y a quelques jours, j'ai été auditionné à l'Assemblée nationale par la mission d'information sur la réforme du corps diplomatique. Comme les auditions sont à huis clos, je voulais vous faire partager les réflexions et les propos que j'ai tenus lors de cette audition. J'avais indiqué aux deux co-rapporteurs que j'avais aucun problème à ce que mes propos soient publics, mais bon, le huis clos a été décidé, notamment parce que certains de mes collègues craignaient de témoigner devant cette mission d'information, ce qui est quand même ce qui traduit un climat assez anxiogène, voire de défiance au sein de l'administration du Quai d'Orsay. Donc la réforme du corps diplomatique, c'est en fait une réforme qui s'inscrit dans un cadre plus large, puisque c'est la conséquence un peu collatérale de la décision de réformer l'ENA, initialement de supprimer l'ENA, car je rappelle que c'est à l'issue du grand débat national que le président Macron a décidé que la suppression de l'ENA faisait partie des revendications des Gilets jaunes, alors qu'il n'en avait jamais été question. Et lorsqu'il annonce la suppression de l'ENA, il confie une mission, justement pour en définir les contours. Et finalement, l'ENA n'est pas supprimée, mais transformée en Institut national du service public. Et puis dans la foulée, on annonce, en tout cas le président annonce, qu'il va supprimer également les grands corps. Enfin, les grands corps, pas tous les grands corps, parce qu'il y en a deux qu'il ne peut pas supprimer, à savoir le Conseil d'État et la Cour des comptes, puisque ce sont deux corps qui sont mentionnés dans la Constitution. Donc déjà, on ne comprend pas très bien le lien qu'il fait entre la réforme de l'ENA et la suppression des grands corps, et puis surtout on mesure à quel point cette décision de suppression des grands corps a été précipitée et non pensée, puisqu'il semble que le président ait découvert en cours de route que deux des grands corps ne pouvaient pas être supprimés parce que ça nécessitait une réforme de la Constitution. Donc en fait, ce n'est pas la suppression des grands corps, c'est la suppression de certains grands corps. Faute de mieux, faute de ne pouvoir tous les supprimer. Donc cette suppression a créé beaucoup d'émoi, notamment chez les diplomates, qui ont d'ailleurs fait une grève et manifesté devant le Quai d'Orsay, ce qui est assez rare pour ce corps de fonctionnaires. Et ça a créé beaucoup d'émoi, pourquoi? Parce que c'est une réforme qu'il faut placer dans une séquence de défiance du président de la République vis-à-vis des diplomates. J'ai rappelé d'ailleurs à la mission d'information lors de la conférence des ambassadeurs en 2019, le président Macron a utilisé cette expression d'état profond que les populistes américains et trumpistes aiment bien utiliser, qui sous-entend que l'administration résisterait au pouvoir politique et aux ordres du pouvoir politique. Alors prononcer cette expression devant les diplomates qui sont habituellement un corps plutôt obéissant, en tout cas c'est l'expérience que j'en ai après une quinzaine d'années passées dans ce ministère, que j'ai parfois même trouvé trop obéissant, c'est-à-dire oubliant qu'en phase amont de la décision, nous pouvions, nous, diplomates fonctionnaires, faire prévaloir des analyses qui pouvaient ne pas plaire au pouvoir politique, il nous revenant, une fois que la décision était prise, effectivement d'appliquer les décisions. Mais voilà, donc ce corps est assez obéissant, et je pense qu'il y a eu une grande incompréhension et même une forme d'humiliation d'utilisation de cette expression état profond. Et d'ailleurs, le président s'était plaint des diplomates dans la foulée, je sais plus si c'était quelques jours avant ou quelques jours après cette conférence des ambassadeurs de 2019, auprès de la presse présidentielle, où il disait justement que le Quai d'Orsay résistait à son ambition de se rapprocher de la Russie. À l'époque, on est en 2019, alors je pense que le Quai d'Orsay ne résistait pas, mais lui faisait peut-être valoir quelques arguments qui auraient dû l'inviter à la prudence. Bon, les événements ont donné raison à la prudence des diplomates, mais quoi qu'il en soit, le corps diplomatique peut tout à fait être parcouru d'opinions diverses, d'analyses divergentes de celles du pouvoir politique, et c'est d'ailleurs la meilleure façon d'éclairer le pouvoir politique que de lui faire valoir des points de vue différents. Si c'est pour faire valoir des points de vue, des analyses et des propositions qui vont dans le sens anticipé de l'échelon politique, ça ne sert à rien d'avoir des fonctionnaires. Donc voilà, donc les diplomates ont considéré que c'était même une mesure de rétorsion et de vengeance, en fait, la suppression du corps diplomatique, qui n'est pas le seul corps supprimé, hein, le corps préfectoral est supprimé, et les différentes inspections, IGA, IGAS et l'IGF, l'inspection générale des finances dont est issu Emmanuel Macron. Et donc ce message de défiance a vraiment été mal perçu par les collègues diplomates. Moi je pense que diplomate c'est un métier, et que faire croire qu'en créant un grand corps des administrateurs de l'État, on va pouvoir faire circuler tous les hauts fonctionnaires dans les différentes administrations, c'est une illusion.
c'est un objectif louable que de faire circuler, c'est-à-dire d'oxygéner les grands corps, et qu'il y ait un certain pourcentage de personnes issues d'autres administrations et versées dans certains de ces grands corps, c'est très utile. Mais tout le monde n'est pas interchangeable. Il est important de reconnaître la spécificité des métiers de chacun, car ce sont des métiers, ce sont des spécialités. Et qu'est-ce que c'est qu'un métier ? Un métier, c'est d'abord des compétences académiques requises pour passer un concours. Ensuite, c'est une formation initiale, une formation professionnelle initiale, plus l'expérience, plus la formation professionnelle continue, et tout ça, ça forme une filière métier. Donc il est faux de dire que tout le monde est interchangeable, qu'en créant un grand corps, on va favoriser la circulation, mais favoriser la circulation pour quoi faire ? Si le président pense que effectivement l'existence des grands corps sont des obstacles, en tout cas c'est un obstacle à la mise en œuvre de sa politique, on peut tout à fait organiser une plus grande circulation au sein des grands corps sans casser les grands corps. Il y a d'ailleurs un certain nombre de dispositions qui auraient pu être améliorées, et c'est en ce sens moi que j'ai fait des propositions à la mission d'information. Une carrière de fonctionnaire, c'est plus de 40 ans. Une carrière de fonctionnaire de catégorie A+, puisque effectivement les grands corps concernent les fonctionnaires de catégorie A+. C'est plus de 40 ans de carrière. Aujourd'hui, il y a une obligation de mobilité fonctionnelle, c'est-à-dire que vous devez être détaché sur un emploi qui initialement devait être en dehors de votre administration, mais il y a des tolérances, en tout cas il y a des possibilités d'être détaché sur des services déconcentrés quand vous êtes à l'administration centrale, tout en restant dans le même ministère, et ça compte pour votre mobilité. Donc moi j'ai dit déjà à la mission d'information qu'on ne devrait plus autoriser ces mobilités-là, c'est-à-dire qu'une mobilité est nécessairement dans une autre administration, dans une collectivité territoriale, voire dans le secteur privé. Et pour accéder ensuite à des postes de direction, on ne peut avoir satisfait cette mobilité que si on a quitté son administration d'origine pendant au moins 2 ans. Comme la carrière dure 40 ans, pourquoi ne pas imposer déjà une deuxième mobilité ? Ça ferait une mobilité tous les 20 ans, c'est tout à fait acceptable, et ça permet d'organiser la circulation entre les grands corps, puisque vous auriez nécessairement un certain nombre d'agents diplomatiques qui seraient à l'extérieur de leur corps pour satisfaire à ces obligations de mobilité, et ces postes-là seraient compensés par la venue d'autres agents venus de grands corps extérieurs au ministère des Affaires étrangères. Donc ça, c'est la première proposition que j'avais faite, étant entendu qu'on ne peut pas non plus déstabiliser le fonctionnement d'un ministère en faisant venir en trop grand nombre des personnes qui n'auraient pas l'expérience du métier diplomatique. Dans une ambassade ou dans une direction centrale du Quai d'Orsay, vous pouvez tout à fait accueillir, et c'est, je pense, assez sain dans le fonctionnement administratif, des personnes issues d'autres horizons, mais si vous n'accueillez que des gens qui n'ont pas d'expérience du métier diplomatique, vous êtes sûr d'une chose, c'est que ça ne va pas fonctionner, ça ne va pas être performant, or c'est justement la performance que recherche Emmanuel Macron. Donc voilà, déjà une première proposition, c'est de ne plus avoir de mobilité fonctionnelle qui puisse être faite dans la même administration. Pourquoi pas imposer une deuxième mobilité? Et puis j'ai invité aussi la mission d'information à voir dans quelle mesure on ne pourrait pas dupliquer l'expérience du ministère de la Défense avec l'école de guerre. Au ministère de la Défense, vous n'accédez au poste de commandement pour les officiers supérieurs que si vous avez fait l'école de guerre. L'école de guerre, vous y accédez par un examen, vous retournez à l'école en fait pendant 1 an, ce qui vous permet de remettre à jour vos connaissances de doctrine de guerre, de plein d'autres disciplines. Et à l'issue de ces 1 an d'école, vous êtes breveté de l'école de guerre et vous pouvez ensuite accéder à des postes de commandement. On pourrait tout à fait imaginer que pour des ministères régaliens, là où il y avait des grands corps, on instaure l'équivalent de l'école de guerre. C'est-à-dire que pour le ministère des Affaires étrangères, on instaure l'école diplomatique, c'est-à-dire que tout diplomate, pour pouvoir prétendre accéder à un poste de direction, que ce soit consul général, ambassadeur ou directeur à l'administration centrale, il est fait 1 an d'école diplomatique sur examen et il soit retourné pendant 1 an à l'école de façon à remettre à jour toutes ses connaissances académiques sur les relations internationales, sur le management, sur la façon d'être, etc. Donc retourner pendant 1 an à l'école diplomatique de façon à avoir des directeurs, des consuls généraux et des ambassadeurs qui soient parfaitement mis à jour en termes de compétences. Ça me paraît vraiment important. On pourrait tout à fait faire la même chose pour le corps préfectoral, c'est-à-dire une école préfectorale, c'est-à-dire que pour tout
postulant à un poste de préfet, il faudra avoir fait 1 an d'école préfectorale, en plus de son expérience professionnelle, bien évidemment. Voilà, donc ça, c'est 2 pistes que j'avais proposées à la mission d'information. J'ai aussi insisté auprès de la mission d'information pour que le président de la République mesure à quel point il commet une erreur en envoyant des messages de défiance comme ça à ses troupes, parce que les fonctionnaires sont d'abord les collaborateurs du président, ce sont eux qui mettent en œuvre la politique du président. Et leur envoyer des messages de défiance de cette nature, c'est vraiment la meilleure façon de les démobiliser. Vous pouvez être exigeant avec les fonctionnaires, vous pouvez leur demander de changer un certain nombre de choses, mais dans ces cas-là, concertez-les d'abord. Cette réforme n'a pas du tout été concertée avec les grands corps, mais alors vraiment pas du tout. Personne n'en a compris la finalité, si ce n'est que beaucoup ont pensé que c'était une mesure de rétorsion, ou en tout cas une mesure punitive, pour contraindre en fait les fonctionnaires, pour leur montrer qui était le chef, mais ce n'est pas une façon de faire du management. Et donc il est grand temps maintenant pour le président de la République, qui avait quand même eu un accrochage sérieux dès le début de son premier mandat avec le chef d'état-major des armées, qui quelques mois avant la conférence des ambassadeurs en 2019, où il utilisait l'expression d'état profond, s'était plaint des préfets et avait mis en place une procédure d'évaluation des préfets, qui en soi est tout à fait saine aussi dans le fonctionnement administratif, mais elle avait été mise en place parce que le président trouvait que le corps préfectoral ne mettait pas de manière assez rapide et assez performante ses politiques en œuvre. Là aussi, c'est une mesure de défiance. C'est pas la meilleure façon de motiver les agents publics. Et pour moi, qui ai passé 10 ans dans la diplomatie, 5 ans dans le corps préfectoral, ce sont vraiment 2 corps qui sont totalement dévoués à l'échelon politique. C'est vraiment pas des ministères qui résistent. Alors autant au ministère des Finances, je crois qu'un certain nombre de ministres des Finances ont eu à raconter de nombreuses anecdotes montrant que l'administration était capable de résister à son ministre, mais que ce soit le corps préfectoral en particulier ou le corps diplomatique, ce sont quand même 2 corps de fonctionnaires qui sont plus que obéissants, totalement dévoués à la cause et qui sont un atout extraordinaire pour le président. Avec cette réforme, il en aura fait plutôt des fonctionnaires qui risquent d'être démobilisés, qui ne comprennent pas le sens de la réforme et qui attendent une chose de l'échelon politique, c'est un message de confiance. Alors là aussi, là c'est le coach qui parle, mais en matière de management, pour embarquer les équipes, je pense qu'on a besoin de leur expliquer où on veut aller, comment on veut y aller, mais aussi prendre le temps de les écouter. Et même si le quinquennat est toujours une accélération du temps politique, je pense que personne ne peut faire l'économie de prendre du temps avec ses collaborateurs, en tout cas c'est ce qu'on fait en entreprise, et il faut faire exactement la même chose avec l'administration, et le président de la République ne doit jamais oublier que tous les fonctionnaires sont d'abord ses collaborateurs, c'est-à-dire entre guillemets, même si c'est une métaphore un peu guerrière, mais c'est son armée, ce sont ces soldats qui vont au front, qui mettent en œuvre ces politiques, ces décisions. Et l'objectif, c'est de les mobiliser, c'est de les motiver, c'est de leur envoyer des signaux de reconnaissance plutôt que des signaux de défiance. Voilà, donc je partageais avec vous ces quelques moments que j'ai passés avec la mission d'information, c'est les messages en substance que j'y ai délivrés. J'avais aussi donné une interview il y a quelques temps de ça pour le média sur ce sujet, mais je n'avais pas eu l'occasion de développer la partie proposition. J'espère que la mission d'information pourra, en tout cas si, elle fera sûrement un rapport très intéressant, mais j'espère surtout que le pouvoir exécutif, et en particulier le président de la République, saura le lire attentivement, de façon à rectifier le tir, ou en tout cas recréer du lien avec les fonctionnaires, parce que sinon, ce lien qui se distendra, ça sera au détriment du président de la République, des fonctionnaires et surtout des Français. Je vous remercie, je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous et à très bientôt.